Bonjour, donc bienvenue à l'Assemblée nationale. Lors de sa réunion le 2 août 2017, la commission des lois de l'Assemblée a décidé de mettre en place une mission d'information relative à l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage de stupéfiants. Donc, comme son nom l'indique, ces travaux portent sur l'opportunité de recourir à une amende forfaitaire pour sanctionner l'usage illicite de stupéfiants. Elle entend également faire porter son analyse sur les éventuelles difficultés auxquelles la mise en œuvre de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle, déjà prévue en droit français pour 2 délits routiers, mais pas appliquée pour l'instant, susceptible de se heurter. Donc, dans ce cadre, mon collègue Robin Reda et moi avons le plaisir d'auditionner Madame Ruth Dreyfus, présidente de la Commission globale de politique en matière de drogue, accompagnée de Monsieur Michel Kazatchkine et Monsieur Khalid Tinasti, respectivement membres et secrétaires exécutifs de cette même commission. La Commission globale de politique en matière de drogue que vous présidez, Madame Dreyfus, a été créée en 2010 par des responsables politiques et des personnalités des sphères culturelles et économiques. Elle compte actuellement 24 membres, dont 10 anciens chefs d'État ou de gouvernement et un ancien secrétaire général des Nations Unies. La Commission s'est donnée pour mission de promouvoir des réformes des politiques en matière de drogue sur la base de faits objectivement constatés qui s'inscrivent dans le cadre des politiques de santé publique, d'intégration sociale et de sécurité, dans le respect des droits humains. La mission a jugé utile à ces travaux de pouvoir vous entendre en audition et nous vous remercions de votre présence. Je vous propose de vous laisser la parole pour un petit propos de 10 à 15 minutes, mais si vous souhaitez intervenir à plusieurs voix ou que ça dure un peu plus longtemps, voilà, faites comme vous le désirez. On se permettra soit d'intervenir si vous le souhaitez, ou à la fin on posera les questions qui nous sembleront utiles pour affiner un petit peu notre point de vue. Je vous précise que cette audition donc, est ouverte à la presse et retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et est possible d'être revue à la demande sur le site. Donc je vous en prie peut-être, Madame Dreyfus, si vous souhaitez commencer. Merci, messieurs les députés, mesdames et messieurs. Merci de cette invitation à nous exprimer devant vous au nom de la Commission et fort de nos expériences à tous les deux, l'expérience de médecin du professeur Kazatchkine, responsable à différents niveaux de la lutte contre l'épidémie du VIH-Sida, et de moi-même, forte de mon expérience de 10 ans à la tête du ministère, si je puis utiliser un terme français, du département fédéral en fait, de la santé publique responsable de l'application de la loi sur les stupéfiants dans la Confédération suisse. Nous sommes très, très heureux de pouvoir nous exprimer. Nous pensons que c'est un moment important du débat sur la politique drogue en France. Et nous avons l'intention à la fois de présenter peut-être un cadre plus général de la politique en matière de drogue, et je donnerai la parole pour ce faire à M. Michel Kazatchkine, et d'entrer ensuite en matière sur les expériences faites en matière de dépénalisation ou de réduction des peines dans la consommation et la possession de drogue. Donc, si vous m'y autorisez, Michel va prendre la parole et nous serions très heureux d'avoir un réel dialogue avec vous et de répondre à vos questions. Nous ferons d'ailleurs une réponse écrite au questionnaire que vous nous avez remis et nous avons mis dans le dossier à votre intention l'évaluation de la politique suisse en matière de contractualisation de la consommation de drogue. Merci. J'aimerais également vous remercier de cette possibilité d'intervenir devant vous. Vous êtes donc familier avec cette commission mondiale, commission globale sur les politiques publiques en matière de drogue. J'aimerais ajouter simplement que cette commission n'est pas une commission de l'ONU ou une commission sur désignation, mais bien
un ensemble de personnalités de tous les continents qui se sont rassemblées, au départ à l'initiative du l'ancien président du Brésil, Fernando Henrique Cardoso, pour, comme vous l'avez indiqué, porter un plaidoyer et promouvoir des politiques de drogue qui placent la santé publique et qui placent le respect des droits humains en priorité. Alors, cette commission a publié depuis 2010, chaque année, un rapport sur une question touchant à la drogue. Il y a 2 ans, et en marge de l'Assemblée générale extraordinaire des Nations unies sur les drogues de 2016, nous avons publié un rapport qui proposait 5 chemins de réforme et dont vous avez un résumé dans votre dossier. C'est ce que nous appelons le petit livre rouge. L'année dernière, en novembre, nous avons publié un rapport spécifique sur la question de la dépénalisation qui nous intéresse aujourd'hui et que nous aimerions situer en toile de fond à la discussion qu'il y a sur ce projet de loi ici en France maintenant. Ce rapport a été publié en novembre 2016, le rapport bleu que vous avez dans votre chemise sur la dépénalisation, mais la Commission a appelé à la dépénalisation depuis son tout premier rapport en 2010. Et nous avons toujours considéré la dépénalisation comme un pas important dans les réformes et comme, j'ajouterais, un pas important dans les politiques de réduction des risques liés à l'usage de drogue. Alors, dans ce rapport bleu sur la dépénalisation, nous voyons au moins 4 raisons pour lesquelles, à notre avis, il faut dépénaliser l'usage et la possession de drogue ou la possession pour l'usage personnel. J'ajoute que dans notre vue, dépénaliser, vous verrez dans ce rapport, ne signifie pas seulement dépénaliser au sens retiré de la justice pénale, du domaine de la justice pénale, mais notre appel est à la levée de toutes les sanctions, qu'elles soient pénales ou civiles et administratives. Donc nous allons un peu plus loin que la dépénalisation prise au sens propre du terme. Donc je disais que nous voyons au moins 4 raisons à cela, et je les résumerai très rapidement. La première, c'est que les politiques répressives, les législations répressives, et la façon dont ces législations répressives sont mises en œuvre par, en particulier, la police dans les pays du monde en général, ont été fondamentalement inefficaces depuis 40 ans. Et que leur objet premier était de couper l'offre, mais comme vous le savez, l'offre en 40 ans s'est accrue. Les quantités d'opium en particulier produites dans le monde, les quantités de cannabis qui circulent et l'arrivée d'une nouvelle drogue synthétique témoignent de l'échec total de ces politiques répressives et de la prohibition sur son propre objet. Notre deuxième raison est plus humaine et philosophique et relève des droits de l'homme, c'est que nous considérons que la prohibition de la possession pour l'usage personnel interfère avec le droit fondamental à la vie privée, qui est un droit de l'homme inscrit dans la Charte fondamentale des droits de l'homme de 1948 et dans les textes qui ont suivi. Notre troisième raison, c'est que non seulement ces politiques répressives et ces législations répressives et la façon dont elles ont été appliquées ont été inefficaces, mais elles ont en fait entraîné de nombreux dommages et ont eu un impact négatif considérable. Le premier impact, je peux en parler facilement en tant que médecin et spécialiste du sida, c'est un impact sur la santé publique. Là, on ne parle pas du cannabis, mais avant tout des drogues injectables. Mais notre appel à la dépénalisation porte sur toutes les drogues.
Comme vous le savez, ces politiques répressives ont déclenché et entretenu et continuent d'entretenir dans toute partie du monde, en Asie, en Europe de l'Est en particulier, une épidémie du sida importante, une épidémie de tuberculose, une épidémie d'hépatite C, avec des coûts importants pour la santé publique. Ces politiques répressives se sont accompagnées et s'accompagnent chaque jour, partout dans le monde, de violations des droits de l'homme, de violences policières, d'emprisonnement et d'arrestations pratiquement arbitraires. Vous avez entendu parler bien sûr de ce qui se passe aux Philippines. Nous combattons aussi depuis le début l'idée de la peine de mort pour des délits liés aux drogues. Ces politiques répressives se sont suivies d'une vague et d'une ascension exponentielle du nombre des incarcérations dans le monde, qui elles-mêmes posent des problèmes de santé publique, puisque l'incarcération est un facteur de risque en termes en particulier de sida et d'hépatite, et de nombreux biais, puisque les personnes qui sont arrêtées, en particulier dans les pays d'Europe, aux États-Unis, bien sûr, dans les pays d'Europe et y compris en France, le sont souvent sur une sorte de délit de faciès ou d'approximation qui, à notre avis, est encore une fois une violation des droits de l'homme. Et enfin, notre quatrième et dernière raison, c'est que plusieurs pays, en particulier en Europe, ont dépénalisé, certains depuis longtemps, et que cette dépénalisation est maintenant bien démontrée, comme n'ayant été suivie en aucun cas d'une augmentation de la consommation, mais une dépénalisation qui, au contraire, a permis les réinvestissements de crédits publics qui étaient consacrés à des politiques répressives inefficaces, voire dangereuses pour la population, dans le secteur médical et dans le secteur social, comme ça a été le cas au Portugal, comme ça a été le cas en République tchèque, qui est l'exemple encore le plus probant quelque part. Bien sûr, nous serons à votre disposition pour entrer dans plus de détails, mais je m'arrêterai là pour dire que dans ce contexte général de réflexion de la Commission, nous sommes quelque part dans l'incompréhension quand nous avons lu et été confrontés à ce projet de loi qui, pour nous, d'abord ajoute de la complexité et surtout n'ouvre pas le débat de fond sur cette question de la pénalisation et de ce qu'un casier judiciaire va représenter pour quelqu'un, pour une offense, un délit tout à fait mineur, et ce, dans un pays, la France, qui est un des pays d'Europe, sinon le pays d'Europe le plus répressif dans ce sujet, et pour nous, en miroir d'être le plus répressif, est aussi le pays où, comme vous le savez, la consommation, en particulier de cannabis, est la première d'Europe, en particulier parmi les jeunes. Et donc, pour nous, une démonstration claire, encore une fois, de l'inefficacité des approches actuelles. Donc, une incompréhension de ce projet de loi sur laquelle nous serons bien entendu heureux d'élaborer plus dans notre conversation. Je vais m'arrêter là. Poser d'abord des questions à M. Kazachkine, ou que je continue en entrant peut-être un peu plus en matière sur la proposition et sur les questions que vous nous avez posées par rapport à la réforme française. Juste un tout petit point de détail et grand intérêt, on écoutera après votre intervention. Juste pour dire qu'il ne s'agit pas d'un projet de loi pour l'instant. On est dans une mission d'information. Voilà, donc on est censé apporter des préconisations ou des orientations dans le cadre de la commission des lois. Parce qu'effectivement, le débat de fond, ce n'est pas l'objet de la mission, s'il faut dépénaliser ou pas. La mission est cadrée sur l'idée de est-ce qu'on peut mettre en place,
quel pourrait être l'intérêt de mettre en place une amende forfaitaire relative à la consommation de stupéfiants. Voilà. Après, bien sûr que de manière sous-jacente, on a la question du débat, est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que la meilleure réponse, c'est pas autre chose? Mais alors c'est pour ça que c'est avec grand plaisir qu'on entend qu'on peut aller loin dans les auditions. Mais notre rapport, le rapport de la commission sera quand même d'abord, avant tout, de savoir quelle est la pertinence de la mise en place d'une amende forfaitaire. Merci, pardonnez-moi, mais la mise en place de cette amende forfaitaire serait dans le cadre d'une loi. Donc, à venir. À venir, à venir peut-être. Bien, merci. Merci beaucoup aussi de cette précision. Je vais me guider un peu selon les questions que vous nous avez envoyées et auxquelles nous répondrons encore une fois par écrit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, forte de l'expérience de 3 ans maintenant d'une modification de la loi sur les stupéfiants en usage en Suisse. Peut-être je commencerai par la question 7, qui est une question très, très générale et pour effectivement poursuivre dans la ligne aussi de ce que disait Michel Kazatchkine. Lorsque vous dites, est-il possible, selon vous, de maintenir l'interdit pénal tout en déployant une politique équilibrée fondée sur les 4 piliers? Ce qui me paraît très important, c'est de dire que les 4 piliers contiennent effectivement l'élément de la répression. Les 4 piliers contiennent la prévention, le traitement et la réduction des risques, mais il y aura toujours un élément de répression lorsque se mettra en place, que ce soit une dépénalisation de la consommation, que ce soit une régulation même du marché. Il y a dans ces 4 piliers l'idée que toute substance qui présente un danger pour les personnes qui les consomment aura toujours un élément visant la prévention, le traitement pour ceux qui en ont besoin, la réduction des risques, mais également la répression dans la mesure où, par exemple, des interdits comme ceux de lieux dans lesquels on peut consommer, d'âge à partir duquel on peut consommer, etc., de la possibilité de vendre sous une forme ou sous une autre, font toujours l'objet de réglementation et dans ce cas également de répression de ceux qui n'appliquent pas ces règles. Je crois qu'il est important de bien clarifier la chose, même une option de santé publique, et c'est notre priorité, aura toujours un élément de répression. Mais pas de répression de la consommation, dans la mesure elle n'est pas une obligation et elle peut au contraire être un obstacle à la cohérence de ces quatre piliers. En ce qui concerne maintenant les questions très, très concrètes que vous pensez, sur lesquelles vous allez devoir faire rapport, j'aimerais souligner l'incohérence à nos yeux entre une décision qui consiste à considérer qu'il s'agit d'une contravention, si vous voulez, puisque la sanction serait une amende forfaitaire, et le fait que l'on maintient l'idée que c'est un délit, et que donc en cas de récidive, c'est une autre sanction qui serait appliquée. Nous pensons qu'il y a là une contradiction et une incompréhension certainement du public face à ce passage d'une si vous voulez, d'une primo-offense à la loi aux conséquences en cas de récidive, et que cela a aussi comme effet de créer pour le fonctionnaire de police ou le gendarme une confusion de son rôle, puisque en même temps il peut appliquer une amende, mais en même temps il doit s'informer pour savoir si cette personne est récidiviste. Donc il joue un rôle qui est un rôle qui n'est pas un rôle dévolu en principe à la police, mais qui devient un rôle également du secteur judiciaire, puisqu'il doit s'appuyer sur une décision, dans ce cas,
à laquelle de récidive qui est de nature pénale. Donc nous considérons que l'objectif qui est de faciliter la tâche des policiers n'est pas un objectif qui pourra être atteint par cette mesure, et je dirais que sur ce plan-là, entre l'incohérence et la question pratique de ce contrôle de la récidive, nous plaçons les gendarmes ou les forces de police devant une situation contradictoire et, comme vous le soulignez ici, face à des difficultés pratiques qui n'amélioreront pas la situation. En même temps, il est certain que l'idée d'un traitement peut-être plus égalitaire de tous les cas, et ce que vous visez ici, c'est quand même l'idée même d'une consommation qui n'est pas la consommation habituellement poursuivie, parce qu'il faut quand même, et je reprends là l'argument de Michel Kazatchkine, nous savons d'expérience que l'application de la loi n'est pas la même selon les catégories sociales, socio-professionnelles, les zones dans lesquelles la consommation se passe, etc. Et que certaines catégories de population sont traitées de façon plus dure par la loi actuellement que d'autres catégories de population. Et il y a là un caractère que l'on retrouve dans tous les pays. Or, je dirais que le risque de continuer à pratiquer de façon arbitraire cette mesure selon la population concernée n'est pas amoindri par la proposition d'une amende forfaitaire et des suites qui peuvent être données en cas de récidive. Il s'agit donc d'un côté certainement d'un progrès par rapport à une punition théorique, en tout cas qui est beaucoup plus forte, mais d'un autre côté, il s'agit de transférer ce qui est aujourd'hui du domaine judiciaire au domaine policier, et au risque, encore une fois, dans ce domaine, de créer des tensions plus grandes entre la police et la population concernée, nous paraît avéré. Vous demandez également si on dispose d'études nationales ou internationales sur le caractère dissuasif ou au contraire incitatif d'un passage à une forme de dépénalisation même relative. Et je dois dire que nous avons bien sûr des expériences au Portugal, des expériences en République tchèque, que nous n'avons pas encore beaucoup de résultats des expériences de dépénalisation totale et de régulation du marché tel qu'il existe actuellement aux États-Unis et en Uruguay, mais qu'il n'y a, à contrario, pas d'éléments qui permettent de dire qu'il y a augmentation de la consommation dans ces cas. En particulier, pour le Portugal, nous savons au contraire qu'il y a une diminution nette de la consommation. Il ne s'agit pas seulement là de cannabis, mais de drogue effectivement à une consommation plus risquée et plus dangereuse que le cannabis. Par contre, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, nous avons 3 ans d'expérience en Suisse actuellement et nous vous avons remis le rapport d'évaluation qui vient d'être fait et qui met en évidence, je dirais, un certain nombre de choses qui restent par ailleurs non conclusives sur d'autres. Ce qu'il met en évidence, c'est l'inégalité de traitement. L'arbitraire est maintenu, c'est-à-dire que selon les cantons, selon les corps de police, etc., les pratiques restent très, très différentes et de ce fait, un des objectifs qui est le traitement égal des citoyennes et des citoyens, des habitants et des habitantes de ce pays n'est pas réalisé. Il y a vraisemblablement un allègement du travail de la justice, mais qui est difficile à mesurer. Il n'y a pas de diminution, par contre, des activités de la police et des frais que cela entraîne, mais je vous laisserai étudier les conclusions du rapport qui a été fait et qui demandera d'ailleurs des évaluations ultérieures.
J'en viens au dernier point, peut-être, en étant très, très avide d'entendre vos questions qui nous permettront de préciser davantage ce qui peut être intéressant à vos yeux. L'articulation entre les délits d'usage de stupéfiants et de détention nous paraît effectivement quelque chose qui est source de grandes difficultés et qui devrait connaître en tout cas, sinon un seuil, du moins, enfin, la notion même d'acte préparatoire à la consommation propre devrait vraiment être introduite et il n'est pas judicieux de considérer que seule que la consommation est déjà, j'entends que les actes préparatoires à la consommation n'est pas considéré également comme devant faire partie de la répression de la consommation, puisque c'est de répression qu'il continue à s'agir, même avec les réformes sur lesquelles vous allez devoir rapporter. Voilà donc ce que je peux dire en conclusion, tout simplement. Insister sur le fait que tout ce qui fait obstacle à l'accès aux soins, à l'accès à la prévention, à l'accès aux mesures de réduction des risques est certainement quelque chose qui devrait être éliminé de façon à permettre vraiment une approche non seulement de santé publique dans le sens de ceux qui sont touchés, mais d'une information du public qui permette de faire une prévention effectivement efficace. Je m'arrête là et j'attends avec grand intérêt vos questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour vos différents propos liminaires. Moi, je souhaiterais revenir sur les expériences de dépénalisation qui sont parfois allées jusqu'à des expériences de légalisation, puisqu'il faut quand même être conscient qu'il peut exister des situations de dépénalisation qui maintiennent un marché noir et des trafics qui sont tout aussi problématiques et qui sont peut-être moins atteignables à partir du moment où on pénalise moins les usagers, on ne les pénalise plus. En tout cas, c'est un petit peu le sentiment qu'on en a eu au fil des auditions. Il y a une expérience dont vous n'avez peut-être pas parlé, qui est celle du Colorado, où nous avons compris à l'appui de différents travaux que la légalisation n'était pas, même si elle avait pour objectif initial de ruiner les trafics et les mafias, ne s'était pas traduite forcément par une réduction des trafics et par finalement une augmentation de la contrebande. Et sur le plan épidémiologique, finalement, on ne voyait pas d'amélioration substantielle de la consommation enfin d'amélioration, de réduction de la consommation. Et avec voilà, des chiffres qui pouvaient être alarmants. Donc j'entends bien le modèle portugais ou d'autres expériences européennes, mais je voudrais savoir si vous avez développé un regard sur ces retours américains, en particulier ici sur le Colorado. Bon, ce sont des exemples qui n'ont que 3 ans de vie, donc il est difficile de tirer des conclusions définitives. Et parmi les États américains, il y a toute une gamme de régulations de sévérité différentes. Le cas du Colorado, qui, comme vous le savez, est une loi qui a été proposée telle qu'elle à la suite d'une initiative citoyenne, n'a pas certainement développé toutes les nuances possibles et toutes les cautèles qui pourraient être nécessaires. En particulier, on a vu au début effectivement une explosion de produits dont il était difficile au départ de discerner si c'était des produits d'usage courant ou des produits contenant du cannabis. Hein. Je pense à des brownies, je pense à des produits, encore une fois, d'utilisation courante, ce qui fait qu'au départ, il y a eu effectivement un certain nombre de problèmes aussi de consommation d'enfants qui confondaient tout simplement un emballage qui contenait du cannabis à un emballage beaucoup plus normal pour une consommation de jeunes. Donc effectivement, je pense que
Sur la base d'une évaluation sérieuse, je suis à peu près sûr que le Colorado va réviser aussi sa législation pour voir quels sont les problèmes nés, encore une fois, d'une régulation peut-être trop lâche. Mais les autres États en ont déjà pris acte et je signale que l'autre modèle, qui est celui de l'Uruguay, est au contraire un modèle extrêmement rigoureux de traçabilité depuis la plante ou depuis la graine jusqu'au consommateur et de limitation à la vente dans les pharmacies ou dans des institutions, enfin associations autorisées ou pour une autoproduction très limitée en nombre. Donc vous voyez qu'il y a actuellement toute une série d'expériences, si je peux utiliser cette expression, qui ont lieu dans le monde et qui présenteront effectivement des résultats très intéressants. Ce que je constate en Suisse, et selon une autre expérience, puisque nous avons également une vente de cannabis légal à bas taux de THC, mais à taux élevé de CBD, ce que nous remarquons, c'est que des consommateurs se sont détournés du marché noir pour, au contraire, acheter ce qu'ils consomment souvent tout simplement soit pour se sentir mieux, une question de bien-être, soit pour répondre à des symptômes de type insomnie, tremblement, manque d'appétit, etc. Donc on voit que le consommateur va s'orienter selon le type de régulation. Certains vont être extrêmement satisfaits du niveau de régulation et pourront passer dans le système régulé. Il y en aura toujours qui resteront dans un système de marché noir parce que ce qu'ils attendent de cette substance est autre chose qu'un simple bien-être. Et nous savons que l'ivresse et la perte de contrôle peut aussi être un des objectifs de la consommation de substances psychoactives, qu'elles soient légales ou qu'elles soient illégales. Sur ce plan-là, je dirais que la question du trafic, vous posez aussi une question qui m'a un peu interpellée parce que vous parliez de l'alcool et du trafic de ces produits. Et ça va un peu dans le sens, monsieur le député, de votre question. Je ne connais pas de trafic d'alcool ou de tabac illégal qui ne soit pas suscité uniquement par des différences de prix entre les différents pays. La contrebande, effectivement, de tabac existe et sur ce plan-là, c'est un simple calcul qui fait que l'on peut recevoir un bénéfice plus important en passant une frontière. Mais je ne connais pas, en tout cas, de système de contrebande qui soit lié à la force de la substance active ou à la qualité de ces produits, en particulier dans l'alcool, mais c'est j'ignore peut-être un pan des activités criminelles, mais qui me paraît plutôt marginal. Oui, j'aimerais juste ajouter 2-3 points. Le premier, c'est que dans notre commission a toujours dit que dès lors qu'une politique publique était mise en place, sa mise en place devait s'accompagner d'une évaluation scientifique, multidisciplinaire, rigoureuse, pour ensuite éventuellement revoir la pertinence de cette politique. Et à ce propos, j'aimerais rappeler que l'expérience de la République tchèque, qui pour nous est très intéressante, parce que la dépénalisation au départ en République tchèque était encore en Tchécoslovaquie, c'était en 1989, à l'initiative du président Václav Havel, qui finalement a demandé à son Parlement de dépénaliser sur la base d'une question de droit à la vie privée, justement, en disant j'ai le droit de consommer de l'alcool, j'ai le droit de consommer du tabac, si je ne cause de tort à personne, pourquoi ne pourrais-je pas aussi consommer une drogue? Et 10 ans plus tard, après des changements politiques, le Parlement tchèque est revenu et a repénalisé. Mais du fait des débats que cette repénalisation avait soulevés, la Tchéquie avait mis en place une évaluation indépendante de cette nouvelle législation. Et après 3 ans, cette repénalisation a été arrêtée et sont revenus à la dépénalisation sur la base de cette évaluation scientifique. Donc on a des
des évaluations scientifiques rigoureuses des bénéfices de la dépénalisation en Tchéquie, on en a au Portugal, et on en attend donc dans les États américains avec ce que Ruth Dreyfus a indiqué, qui est qu'il y a tout un gradient d'expériences différentes dans différents États qui vont de la seule autorisation du cannabis à usage médical jusqu'à, comme c'est le cas dans le Colorado, l'autorisation de la consommation de cannabis à usage personnel pour récréationnel, si je peux me permettre cet anglicisme. Voilà, donc pour nous, l'évaluation est absolument fondamentale et il y a suffisamment dans la littérature scientifique, ces références sont dans nos rapports, d'éléments qui confortent l'innocuité et les bienfaits de la dépénalisation. Merci. Je voudrais revenir juste quelques petites minutes sur la question de l'expérience helvète en Suisse. Je trouve que tout à fait par hasard, je connais bien ce pays parce que j'ai vécu très très proche de sa frontière pendant plus d'une dizaine d'années, puisque ma famille, enfin mon père était un frontalier, donc et j'ai pu voir effectivement la façon dont la société suisse avait un peu appréhendé la question de la drogue, enfin en tout cas dans sa partie romande, hein, parce que, je sais pas, même si je connais les autres cantons, mais j'ai pu voir qu'il y avait effectivement une façon différente de le faire qu'en France, ça de manière indéniable. Mais je voulais justement, à la faveur de cette expérience, voir aussi d'un point de vue social, en fait, d'un point de vue du traitement de l'acceptation sociale, l'opinion suisse, comment elle a vécu ça, parce que c'est aussi quelque chose d'important en tant que législateur, de voir qu'on a des effets, certes, en matière de santé publique, etc., et qui sont loin d'être les derniers, au contraire, même que je placerais volontiers en premier sur la liste, mais il y a aussi des effets en termes d'opinion, et le débat public en France, vous avez peut-être pu le mesurer, est quand même un débat sensible, enfin, passionnel. On n'a pas une maturité, me semble-t-il, encore très très forte sur le sujet, et donc, je voulais savoir comment en Suisse cette évolution s'est faite, ou ces étapes se sont faites, ou en République tchèque, où effectivement, vous l'avez souligné, il y a eu des logiques d'évaluation, mais il y a quand même eu à un moment donné des décisions politiques sur lesquelles on est revenu, même si c'est pour y revenir encore après derrière. Donc, je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Puis, deuxième point, je voulais aussi vous demander, vous avez fait référence tout à l'heure à la toxicité des produits, etc. On constate quand même dans notre jeunesse, chez nos jeunes aujourd'hui, quand même une volonté de rechercher des produits forts. Et surtout d'avoir un effet dans le temps très rapide. Donc je m'interrogeais quand même sur quand même la caractéristique toxique du produit, si elle ne rentre pas quand même dans la volonté de la recherche de celui-ci. Et même s'il y a le prix, certes, mais pas que, je pense, puisqu'on a vu par exemple que dans la culture qui s'est développée aux Pays-Bas il y a 20 ans, très vite on est parti sur des espèces modifiées, etc., pour être plus fortes, pour être... donc on voit bien qu'il y a toujours aussi cette logique, même dans des États qui favorisent la tolérance ou l'acceptation, on va dire, il y a toujours une logique quand même d'avoir un produit plus fort, plus nouveau, donc, et ça c'est un vrai sujet aussi, pour savoir si est-ce que la dépénalisation aussi n'amène pas à terme quelque part une augmentation de la force des produits, même si elle se fait quand même dans les faits, hein. Mais est-ce qu'elle arrive à la contrôler? Et puis surtout, quel a l'impact sur l'économie de la drogue? Parce que vous l'avez souligné, les Suisses sont très en avance sur
la question du CBD, enfin le fait de pouvoir utiliser d'autres substances actives que le THC. Et d'ailleurs, on peut soupçonner qu'il soit déjà dans des logiques commerciales très offensives à l'échelon européen. Oui, la dernière question, c'est-à-dire celle de savoir si on ne va pas se retrouver face à Big Cannabis comme on se trouve face à Big Tobacco, c'est-à-dire à une entreprise de conquête des marchés devenus légaux. C'est un souci qui est tout à fait réel. Je ne vois pas encore que la Suisse y soit opposée, en tout cas dans le cadre de ses frontières, parce que nous gardons au fond toute une production locale et plutôt de basse production, de basse quantité. Mais je partage tout à fait votre souci qu'à la longue, on pourrait avoir un problème similaire à celui du tabac pour le cannabis. Mais il est vrai aussi que nous avons appris beaucoup en ce qui concerne le tabac, que nous avons une convention internationale, que nous avons des règles en matière de publicité, etc. Et que sur ce plan-là, d'ailleurs, même s'il y a une petite remontée ces toutes dernières années, la plupart de nos pays ont connu quand même une baisse très marquée de la consommation de tabac, et en particulier alors une baisse radicale, je dirais, des dégâts liés au tabagisme passif, c'est-à-dire à l'intoxication, entre guillemets, de personnes qui ne fument pas par le voisinage de personnes qui fument. Donc on peut dire que la politique en matière de tabac est malgré le fait que ça reste un problème bien sûr de santé publique, c'est que ça le restera toujours, comme toutes les substances psychoactives posent des problèmes de santé publique, c'est quand même plutôt une histoire de succès dans le cadre de la régulation. Maintenant, en ce qui concerne la force des produits, je dirais je crois qu'on peut dire deux choses. La première, c'est que la force d'un produit ne signifie pas encore que les personnes deviennent forcément dépendantes. Permettez-moi de faire un parallèle avec les botellones ou la consommation très exagérée de jeunes au cours de parties, malheureusement dues d'ailleurs aussi à l'abaissement du prix des alcools forts, et j'y reviendrai peut-être à cette question de prix. Ça ne veut pas dire que ces jeunes deviennent des personnes dépendantes ou addictives à l'alcool. Cela signifie qu'elles ont un comportement absolument stupide lorsqu'ils se trouvent en groupe dans certaines occasions, et que c'est une tâche de santé publique, encore une fois, de les prévenir, de veiller à créer aussi un contrôle sur place, des interventions, y compris de santé publique, sur les lieux mêmes de ces fêtes et de ces regroupements de jeunes. Mais en principe, c'est plutôt le marché noir qui crée cette escalade dans le potentiel dangereux des substances. On parle de la loi des reins, du marché noir, qui fait qu'il est beaucoup plus lucratif de se concentrer sur des produits de plus en plus forts, qui rendent d'ailleurs les consommateurs, dans une certaine mesure, ceux qui sont sensibles à l'addiction, de plus en plus dépendants, et qui rapportent davantage et qui permettent au fond, bon, s'il y a une saisie, ok, on perd quelque chose, mais le reste que l'on arrive à apporter sur le marché est suffisamment lucratif pour pouvoir valoir la peine. L'exemple type, c'est bien sûr la prohibition de l'alcool aux États-Unis, où le whisky a chassé la bière pendant le temps de la prohibition, parce que faire de la contrebande depuis le Canada, il faut que ça rapporte, et ça rapporte plus avec un produit plus puissant. Donc, il y a cet effet d'escalade dans la puissance des produits. Il est certain, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pourra très bien exister un marché noir, mais pour prendre un autre exemple que Michel Casagine connaît bien, un des produits les plus dangereux actuellement est consommé en Russie. Et c'est un produit qui est dans un marché hyper répressif, enfin un marché noir et une politique hyper
répressive, et ce produit est né en fait de cette répression permanente sur des produits qui autrement seraient moins dangereux. Maintenant, l'expérience suisse, très, très rapidement, au fond, nous avons agi d'une façon double. D'un côté, les premières mesures qui ont été prises en politique suisse, c'est-à-dire le développement effectivement de mesures de prévention des risques qui vont au-delà de l'échange de seringues, salles de consommation, enfin, vous en avez maintenant une ici aussi, mais la première au monde était en 86 à Berne, et nous avons sur ce plan-là des évaluations extrêmement positives, mais également l'analyse de substances mise à disposition des consommateurs de façon à ce qu'ils sachent ce qu'ils consomment et ce qu'ils achètent sur le marché noir, et la prescription d'héroïne comme une des mesures de thérapie ont été introduites à la fois sous l'effet de l'urgence sanitaire face à l'épidémie du sida et aux surdoses, mais également dans une démarche scientifique. C'est cette combinaison, je dirais, d'une réponse sanitaire urgente et de la volonté d'expérimenter sous contrôle scientifique et en diffusant les résultats d'une façon très large à la population. En plus, nous avons la chance, si je puis dire, d'être obligés de soumettre un certain nombre de décisions, même temporaires, même la prolongation de l'expérience de prescription d'héroïne a dû être soumise au peuple parce que c'était une mesure d'urgence et qu'il fallait pouvoir la prolonger. Nous avons eu la chance de voter, je crois, 5 fois au niveau de l'ensemble du pays et une dizaine de fois au niveau de certaines communes et cantons. Et donc, nous avons eu une formidable obligation de pédagogie politique auprès de notre population. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas obligé de voter, de faire voter les citoyens, que ce travail pédagogique ne doit pas être fait. C'est une question vraiment de leadership politique, et c'est une question aussi de donner la voix à ceux qui savent, c'est-à-dire à ceux qui sont sur le front, les intervenants de santé publique, sociale, et les familles aussi des personnes en difficulté, mais c'est de donner aussi la parole aux consommateurs. Et on revient là à la question de la pénalisation ou de la lourdeur des peines, pour que les gens puissent articuler, expliquer ce qu'est la consommation de drogue. Il faut aussi leur permettre de ne pas craindre la force de la loi. Je me permets, juste avant, peut-être que vous souhaitiez intervenir, excusez-moi. Dans l'opinion suisse, parce qu'on peut considérer qu'elle a évolué depuis les années 80, voilà, quand on connaît celle qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a aucune remise en cause de ce moment démocratique-là? Il n'y a pas de volonté de retour en arrière? Très volontiers. Donc, quelque part, je lis aussi que nous serions revenus en arrière sur un certain nombre de choses. Nous ne sommes revenus en arrière que sur une chose qui n'était pas d'ailleurs dans la loi, qui était au départ une volonté policière de mieux contrôler la consommation et le deal de drogue, et qui était ce qu'on appelait les scènes ouvertes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et à la demande de la police, on a concentré les consommateurs à des endroits bien précis qui étaient en fait des parcs et qui étaient visibles de la population. Et c'est bien la visibilité de ces scènes ouvertes qui ont provoqué cette prise de conscience, mais c'est également ces scènes ouvertes qui ont échappé au contrôle de la police. Elles ont permis d'expérimenter les premières mesures de prévention des risques, en ce sens que du personnel médical, du personnel social est entré dans ces scènes ouvertes pour distribuer des seringues, pour soigner des gens, etc. Mais on a constaté qu'en fait, on pouvait perdre le contrôle de cela. Ce que nous ne voulions pas, c'est perdre les gens avec qui on avait été en contact dans ces scènes ouvertes. C'est les voir repartir dans la clandestinité. Et c'est la raison pour laquelle on a développé à ce moment-là une offre tellement large de méthadone à bas seuil et de prescription d'héroïne, parce que ces personnes-là, on ne pouvait pas les renvoyer dans la solitude d'une consommation sordide dans les caves.
Sinon, toutes les mesures, au contraire, se développent. Elles se développent à la fois dans le sens que géographiquement, elles sont accessibles à plus de personnes, mais qu'elles se développent aussi, pour prendre un exemple, au départ, nous avions interdit dans les locaux supervisés de consommation, nous pensions uniquement à la consommation par injection. Nous avons remarqué qu'il était beaucoup plus intéressant d'invoquer, d'influencer, si vous voulez, des injecteurs de substances psychoactives, d'héroïne en particulier, de les conduire à plutôt inhaler la substance. C'est moins dangereux, en particulier sur le plan de la contamination. Donc, par exemple, nous avons développé maintenant des salles dans ces lieux de consommation supervisée, des salles d'inhalation qui répondent à un besoin tout à fait réel. Nous avons élargi le spectre des consommateurs de ce fait aussi de différentes substances. Donc, loin de revenir en arrière, nous avons développé et nous avons augmenté le nombre de ces services. Et quant à l'opinion publique, ça n'est plus un sujet, sinon dans certains cantons, mais puisque vous étiez proche de nous, Lausanne, qui a longtemps été empêchée par le canton d'ouvrir un local d'injection, l'ouvre ces jours. Nous avons au contraire, je dirais, une diffusion de l'idée et un soutien populaire. J'entends, comme nous sommes un petit pays et que les gens me connaissent, le nombre de personnes qui m'abordent dans la rue en me disant « j'étais contre, je trouvais que c'était téméraire et maintenant je suis convaincu ». Et j'entends, c'est une expérience que je fais plusieurs fois par année, en tout cas, sinon plusieurs fois par mois. Permettez juste deux points, l'un concernant votre commentaire très intéressant sur cette dynamique qui s'installe entre la demande et le fait que les jeunes veulent être high et l'offre qui s'adapte et qui va offrir des produits de plus en plus susceptibles d'être addictifs ou dangereux. Cette dynamique existe sans aucun doute. Le marché noir a des capacités d'adaptation absolument remarquables. Mais rendons-nous compte que la législation actuelle et l'état de la mise en œuvre de cette législation en France empêche pratiquement quelqu'un, sauf dans certaines expériences de médecins du monde auprès de Reeves, d'aller faire vérifier ce que contient le produit qu'on lui vend dans la rue. Cette analyse des produits auxquels Rose faisait allusion, qu'on appelle le drug checking, et qui est une mesure de santé publique, une mesure qui contribue à la sécurité des citoyens, c'est impossible, n'est-ce pas, pour quelqu'un. Or, nous avons un signal actuellement dans le monde qui appelle à ce qu'on fasse très attention à cela. C'est le fentanyl. Vous savez peut-être qu'il y a actuellement aux États-Unis une épidémie très sévère liée aux opioïdes qui est partie d'une surconsommation et d'une surprescription d'opioïdes à titre antidouleur. Puis de là, cette épidémie est passée à une consommation d'héroïne, à des overdoses. Et ces overdoses, qui se produisent aussi maintenant en grande quantité au Canada, qui pourtant est un pays beaucoup plus progressiste, surviennent parce que l'héroïne de rue est coupée d'un produit synthétique, le fentanyl, qui est 50 fois plus puissant que l'héroïne. Et on commence à voir des alertes en Europe de l'arrivée du fentanyl, en particulier dans les pays baltes. Ce n'est pas le sujet du cannabis, mais c'est le sujet de l'importance pour le consommateur et au titre de la santé publique de pouvoir avoir accès à une information sur ce qu'il achète. Et tant qu'on n'a pas de régulation de ces produits par le marché légal, qui lui permet évidemment, comme lorsque vous achetez un médicament, de savoir ce que vous achetez, cette possibilité de pouvoir faire analyser ce qu'on achète est entravée par l'état actuel de la législation et la pénalisation. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus. Et le deuxième point,
c'est que oui, cette dynamique existe, mais comme nous l'avons dit l'un et l'autre plus tôt, on observe aussi des effets de saturation. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cette dynamique qui va vers le produit le plus fort, mais d'un autre côté, il y a des études qui montrent que consommer un produit dont les gens connaissent les dangers et la composition, et qui est un produit peu accrocheur, sature une grande partie du marché. Donc je crois qu'il faut mettre cela en balance. Et enfin, sur l'opinion, j'aimerais dire qu'il y a une opinion, mais il y a aussi des sources d'information de cette opinion. Or, ici en France, je vois la poursuite dans l'opinion et dans la façon dont elle est entretenue, y compris dans la presse et les médias, une image véritablement de diabolisation des drogues. On oublie complètement et on n'informe pas les gens de ce que 90% des gens qui consomment des drogues dans le monde les consomment de façon parfaitement contrôlée et sans aucune difficulté et sans aucune conséquence. Donc, quelque part aussi, la répression, la pénalisation, la prohibition entretiennent vis-à-vis de ces substances un climat qui n'aide pas l'opinion à comprendre la question. Alors que, n'est-ce pas, il y a 260 000 morts par an d'overdose dans le monde, il y a 2 500 000 morts liés à l'alcool. Et 50% des gens qui consomment, qui fument des cigarettes mourront d'une conséquence de leur tabagisme. Donc on est dans des disproportions. D'un côté, on a une certaine tolérance. De l'autre, on a une intolérance de l'opinion. Mais je crois que cette intolérance est aussi largement entretenue par la façon dont l'information est apportée. Merci beaucoup. Je suis désolé, on est un peu tenu par le temps, parce que justement, dans le cadre de cette mission, on va après sur des sites précis pour essayer de voir comment on peut par le concret, par le réel, comment ça peut se traduire aussi. Je vous remercie, on vous remercie vraiment pour votre point de vue, parce qu'il nous a permis d'abord d'avoir un point de vue beaucoup plus large que national. Et puis, voilà, d'aller plus loin dans la réflexion, même si, voilà, en tout cas, dans un premier temps, nous n'avons pas en charge de remettre le débat, comme je vous l'ai dit au départ, sur la table. En tout cas, ça nous donne des éléments très concrets et très pertinents sur notre démarche, même si, voilà, je pense que chaque pas vers une solution reste un pas quand même. Je ne vais pas aller plus loin dans la métaphore de la marche. Mais bon, voilà, après, un pays comme la France est un pays qui a une population, comme vous l'avez souligné très justement, l'information est la clé un peu aussi de l'évolution des mentalités et la prévention aussi, notamment vis-à-vis de nos mineurs. Et bon, il y a tout ça qui doit rentrer en ligne de compte aussi. Et donc, vraiment, on vous remercie pour on va lire attentivement les rapports que vous avez la gentillesse de nous apporter. Et on vous remercie encore de votre venue et de la richesse et de nos échanges. Au plaisir. Merci.